Françaises, Français, citoyennes, citoyens. Moi, président, j'aimerais vous proposer une nouvelle vision de la vieillesse. Une vision engagée et engageante. Une vision différente de toute celle qui nous est donnée à voir. Une vision bénéfique pour tous, pour nos parents qui veulent pouvoir vivre où bon leur semble. Pour nous qui voulions qu'ils puissent profiter sans entrave du temps qui leur reste. Pour nos services publics qui seront inévitablement rattrapés par le boom démographique qui nous attend. Pour nos soignants qui s'épuisent à résister de toutes leurs forces contre un système qui crée de la maltraitance. Cette vision, c'est celle d'une politique de lutte contre la dépendance. Je m'appelle Antoine Gérard, je suis candidat à rien du tout, mais j'aimerais tout de même vous partager une vision de politique vieillesse. Une parmi d'autres, je vous le reconnais, néanmoins une vraie vision, qui ne se contente pas de quelques mesures éparses et sans cohérence, de quelques mesures électoralistes, de quelques pansements sur une jambe de bois. Je vous propose une vision de la politique vieillesse simple, pragmatique, mais efficace. Face à une politique qui se contente de prendre en charge la dépendance, sans y parvenir correctement. Face à un système qui génère plus de dépendance qu'elle en ralentit l'avènement. Il est temps de faire le choix d'une politique ambitieuse de prévention de la dépendance. Car oui, la dépendance qu'on s'échine à vouloir prendre en charge dans les EHPAD est, pour une bonne part, évitable. Et lorsqu'elle ne l'est pas, comme par exemple au stade avancé des maladies neurodégénératives, l'EHPAD ne constitue pas la solution idéale de prise en charge. Nous le savons tous, par les critiques incessantes que le modèle de l'EHPAD subit. D'ailleurs, cela fait 10 ans que la question de comment transformer l'EHPAD est au cœur des discussions. 10 ans que les rapports se succèdent en vain. Allons-nous continuer 10 ans de plus ? Et voilà maintenant que les démographes nous annoncent que justement, d'ici 10 ans, cette dépendance va exploser. La raison est simple, c'est l'arrivée massive des générations du baby-boom, nées entre 1945 et 1955, à l'âge de la dépendance. Et si le modèle montre déjà ses limites aujourd'hui, il implosera d'ici là. Le problème de l'EHPAD n'est pas seulement l'EHPAD, mais qu'il soit l'unique outil, ou presque, de la politique vieillesse. C'est d'ailleurs cet outil, l'EHPAD, qu'on décide de renforcer avec les fonds du Ségur de la Santé. Je ne suis pas anti-EHPAD, mais je pense que l'EHPAD est périmé. Il ne faut pas détruire l'EHPAD, mais arrêter d'essayer de le sauver. Les bouts de ficelle à notre disposition ne feront que repousser l'inéluctable et rendre la situation de plus en plus intenable. Mais alors, que faire ? On n'a pas besoin de plus d'EHPAD, mais de moins de dépendance. Je veux engager le plus ambitieux projet de lutte contre la dépendance que nous n'avons jamais vu. Je ne me contenterai pas de quelques miettes jetées au vent de soi-disant dispositifs de prévention qui ne servent qu'à ceux qui n'en ont pas besoin. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, nous n'investissions plus un seul euro dans des nouveaux EHPAD et que chaque euro ainsi économisé soit immédiatement réinvesti dans des solutions qui offrent un maximum de chances d'éviter la dépendance. Je vois 3 solutions simples, pragmatiques et efficaces sur lesquelles réorienter les fonds dédiés aux nouveaux EHPAD dans les 5 prochaines années. D'abord, multiplier par 10 le nombre de logements adaptés chaque année pour atteindre 300 000 logements par an. Ensuite, favoriser l'émergence de nouvelles offres d'habitat avec service à hauteur de 300 habitats avec service par an. Enfin, recruter 7500 médecins généralistes qui sont la pierre angulaire de la prévention de la dépendance. La dépendance est la résultante d'une équation très simple. A fois B égale C. A, une dégradation de ses capacités physiques ou cognitives ou une maladie, multipliée par un environnement favorisant ou au contraire limitant l'utilisation de ses capacités, entraîne C, c'est-à-dire une incapacité à réaliser seul les actes de la vie quotidienne. Ça signifie que pour limiter la dépendance, vous pouvez soit limiter la dégradation des capacités physiques ou cognitives et prévenir l'apparition de certaines maladies handicapantes, soit faire en sorte que l'environnement matériel ou humain facilite la réalisation des actes de la vie humaine malgré ses problèmes de santé. Et bien sûr, idéalement, vous pouvez faire les deux à la fois. Et c'est bien ce que je propose avec ces mesures qui viennent s'ajouter à ce qui est déjà mis en œuvre actuellement dans la législation. Aménager le domicile d'abord, parce que aménager le domicile, c'est ainsi le rendre moins dangereux, plus confortable, plus apaisant. C'est aussi rendre plus facile les actes de la vie quotidienne pour pouvoir continuer à les réaliser par soi-même. L'exemple de la douche est certainement le plus emblématique.
Transformer sa baignoire en une douche réduit à la fois le risque de chute lors de l'enjambement de celle-ci, mais facilite aussi la réalisation de la toilette par soi-même. Et le même principe est à l'œuvre dans de nombreux aménagements du domicile. Ces aides existent déjà. Certains pourraient les juger insuffisantes, mais elles sont jusqu'à maintenant plutôt sous-utilisées. En cause, le manque d'information et d'accompagnement au montage des dossiers, puis lors de l'organisation et du suivi des travaux. Ce sont donc d'abord sur ces points que j'aimerais travailler en investissant massivement dans ce travail d'accompagnement, de sorte à multiplier par 10 le nombre de logements adaptés chaque année. Je voudrais également profiter de ces travaux pour ajouter une dimension de rénovation énergétique, via l'isolation ou le changement de système de chauffage. C'est à la fois une mesure écologique, qui libérera du pouvoir d'achat aux personnes âgées, et qui leur offrira des conditions de confort adaptées aux enjeux de préservation de son indépendance. Par ailleurs, les aides pour la rénovation énergétique sont également existantes, et là aussi le problème vient d'abord de leur méconnaissance et des difficultés dues au montage du dossier et au suivi des travaux. Parfois, ce maintien dans le domicile n'est pas désiré, parce qu'il ne propose pas ou plus les stimulations auxquelles on aspire en tant qu'individu, parce qu'il rend difficile les sorties, parce que l'on s'y sent seul, parce qu'on ne s'y sent plus en sécurité. Il faut alors déménager et trouver un nouveau domicile où vieillir. Jusqu'à aujourd'hui, l'offre d'habitat pour personnes âgées est relativement pauvre. D'un côté, le domicile ordinaire, de l'autre, l'institution pour personnes âgées. Pourtant, il y a de nombreuses autres propositions de toute taille et de tout type avec plus ou moins de services. Je les regroupe sous l'appellation d'habitat avec service. Sauf que ces solutions ne sont pas suffisamment nombreuses pour être connues et envisagées comme un habitat possible. Trop souvent encore, on y rentre parce qu'il n'est plus possible de rester chez soi, mais qu'on ne veut pas aller à l'EHPAD. Ça doit changer. Ces solutions d'habitat, qu'il s'agisse d'habitat partagé, de résidence-service, de colocation, doivent devenir un choix crédible et visible. Pour cela, je souhaite que les municipalités en imposent une faible part dans les opérations de construction d'habitat social. En ce qui concerne les opérateurs privés, l'appareil juridique rend possible l'émergence de ces solutions. Néanmoins, les modèles économiques de ces habitats avec service ont deux failles. La première concerne la construction immobilière. Il s'agira alors de rendre l'emprunt facilité par un prêt garanti par l'État. La seconde, c'est la durée nécessaire pour atteindre le point d'équilibre économique de l'habitat. Aussi, pendant les 2 premières années d'existence de l'habitat avec service, les conseils départementaux prendront à leur charge un jeune en service civique tous les 30 habitants. L'objectif de ces mesures est de rendre ces offres d'habitat réelles et imposantes sur tout le territoire. 200 à 300 habitats avec service pourraient ainsi être soutenus chaque année. Éviter la dépendance nécessite également de porter attention à sa santé et d'être correctement soigné quand nécessaire. Il n'est pas question ici de dessiner une politique santé. Aussi, n'aurais-je qu'une seule mesure forte, celle de recruter 7500 généralistes, de sorte à ce que tous aient un médecin traitant auquel ils peuvent avoir accès dans un délai de 5 jours. Le médecin traitant est la pierre angulaire de la prévention de la dépendance liée aux pathologies. Il est aussi celui qui peut orienter vers d'autres professionnels de santé. Inutile de s'attaquer aux autres problèmes tant que celui du médecin traitant n'est pas réglé. Ces 3 mesures s'additionnent à celles en vigueur actuellement, qui touchent tant la lutte contre la pauvreté que le financement des services à domicile ou du financement de la santé. Ces 3 mesures seront financées à l'aide de l'argent destiné à l'accroissement du nombre d'EHPAD. Accroissement rendu obsolète par la diminution du nombre de personnes dépendantes, qui est l'indicateur clé que je vous propose de suivre et à partir duquel évaluer la pertinence de la politique proposée. Bien sûr, certaines dépendances sont inévitables, et l'EHPAD continuera d'être un mode de prise en charge. Et si je ne prévois pas d'investir dans les EHPAD, les opérateurs de ces EHPAD, privés comme publics, peuvent bien sûr bénéficier des dispositifs de rénovation ou de construction pour transformer leur établissement. L'EHPAD ne disparaîtra pas. Pas tout de suite. Mais son recours sera demain bien moins nécessaire, car nous vieillirons moins dépendants. Madame, monsieur, citoyennes, citoyennes, votez pour moins de dépendance, votez pour moi. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai voulu me prêter au jeu de l'exercice de la vision d'une politique vieillesse. C'est un exercice instructif car pour rendre mon propos intéressant, j'ai dû mettre de côté de nombreuses autres mesures pertinentes pour me concentrer sur une ligne forte et quelques mesures clés pour la mettre en œuvre. N'hésitez pas, vous aussi, à tenter l'exercice. Je vous laisse le micro de sociogérontologie
quand vous voulez pour cela.